bienvenue dans la rubrique Focus Startup où nous mettons donc, à l'honneur des startups de la e-santé et de la health tech. On a le plaisir d'accueillir Christophe, tu es donc le cofondateur de Vulgaroo, une société qui fait parler beaucoup d'elle en ce moment autour de l'IA générative, la relation également avec les patients, faciliter également la recherche d'informations. Donc d'abord, bienvenue dans l'œil de la e-santé. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer le parcours en fait, de Vulgaroo et puis ce que tu apportes et notamment, Fanny, je te poserai également des questions sur les sujets autour de la data et de la souveraineté qui sont bien sûr un élément important dans le secteur de la e-santé. Oui, bien sûr. Merci Jérôme. Donc moi, effectivement, je suis le cofondateur de Vulgaroo. Donc Vulgaroo, on a lancé le projet pour aider les patients à comprendre leur état de santé en leur fournissant une information complètement compréhensible, débarrassée du jargon médical. L'idée, c'était d'aider les patients et les médecins à mieux communiquer et aider les patients à s'impliquer dans les décisions médicales. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a vécu ça. Quand on reçoit un compte-rendu d'imagerie, on sort d'une radio, c'est très compliqué, il y a plein de jargon, et on va sur Google et on ne comprend pas. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a inventé une technologie qui permet de produire des comptes rendus complètement débarrassés du jargon et qui vont aider à comprendre pourquoi on fait les examens et où on peut aller derrière un examen. Donc c'est vraiment pour faciliter la communication entre le patient et le médecin qu'on a lancé ça. Alors, comment est venue en fait l'idée de Vulgaroo? Parce que j'ai l'impression que cette démarche de co-conception, cette démarche de compréhension en fait, des problématiques, elle était au cœur en fait, de l'ADN de Vulgaroo. Ouais, alors donc moi précédemment je travaillais dans une autre start-up dans la santé et on développait des outils pour les médecins, des outils qui aidaient à évaluer la qualité des os, qui aidaient à prévenir ou diagnostiquer l'ostéoporose, trouver des plannings thérapeutiques adaptés. Et les médecins avec qui on travaillait, ils nous disaient on a un problème, c'est qu'une partie importante de nos patients ne suivent pas les prescriptions. Ils ne prennent pas leur traitement. Et une des raisons qu'ils avaient identifiées, c'est qu'en fait, ils ne comprennent pas vraiment le risque qu'ils prennent en ne prenant pas le traitement. Ils ne comprennent pas très bien non plus le risque qu'ils prennent en prenant un traitement. Et les médecins, surtout, ils ont très peu de temps pour expliquer. Il y avait vraiment un manque de compréhension. Et je me suis dit, moi qui travaillais dans cette boîte où on faisait de l'IA, on développait des outils, je me suis dit, mais avec les outils d'aujourd'hui, on peut travailler sur cette question du langage, cette question de quel mot on met sur une pathologie, quel mot on met après un examen. Donc je me suis dit, faisons ça. Aidons ces gens-là à communiquer ensemble, aidons les patients à s'impliquer dans les processus de soins, parce que c'est leur santé, c'est leur vie. Aujourd'hui, tous ces comptes rendus médicaux, ils sont pensés pour mon médecin, pour que lui prenne une décision. Là, c'est vraiment orienté patient, parce que c'est un des éléments dans l'œil de la santé. On essaie vraiment d'expliquer de manière très concrète l'usage de l'intelligence artificielle notamment, ou l'IA générative. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer vraiment en quelques secondes, pour le patient, comment ça fonctionne, Vulgaroo? Alors, nous, notre solution, donc on l'a conçue avec des patients. Donc dès le début, on a des partenariats avec la Ligue contre le cancer, avec d'autres associations de patients sur l'endométriose, des maladies ostéo-articulaires, pour avoir des patients dès le début qui nous aident à penser, voilà, qu'est-ce que j'aimerais recevoir comme information? Qu'est-ce que je suis capable de comprendre et pas de comprendre? Quelle information m'intéresse ou m'intéresse pas? On a commencé par l'oncologie, tout le problème des cancers. Donc c'est un vrai sujet, de dire voilà, quelle information il me faut pour décider de m'engager sur un parcours de soins qui est parfois compliqué, etc. Donc d'abord, les patients qui sont avec nous dès le début dans la conception, ça c'est essentiel. Et ensuite, on travaille avec des professionnels de santé pour réfléchir avec eux, voilà, comment on pourrait dire les choses autrement, tout en restant fidèle à l'information originale. Il ne s'agit pas d'édulcorer les choses. Il faut quand même être précis, mais avec des mots simples. Donc c'est travailler avec les patients, avec les professionnels de santé, et après tout ça, une fois qu'on a conçu ces modèles de compte-rendu et ces jeux de données qui reformulent complètement les comptes rendus, on met ça dans une IA générative pour que ça soit produit automatiquement, parce qu'on sait très bien que personne n'a le temps de produire un second compte rendu. Les médecins, on ne va pas leur rajouter de la charge. Donc l'idée, c'est de mettre au point cette technologie qui fait que ça va être produit automatiquement à partir du compte rendu original. Et après, nous, le compte rendu simplifié qu'on produit, on le renvoie au laboratoire, à l'hôpital, et c'est eux qui vont remettre ce compte rendu aux patients, parce que ça reste un compte-rendu médical. Ce n'est pas nous qui remettons un compte-rendu directement au patient. C'est important que ce soit le médecin qui reste responsable de la diffusion de cette information médicale, parce que ça donne confiance au patient. On travaille sur cette question de la confiance de la relation.
Alors merci Christophe d'avoir expliqué de manière simple, pour reprendre tes termes, Vulgaroo. Donc on voit la notion d'expérience qui doit être extrêmement efficace pour le patient. On sait qu'avec l'IA générative, avec ChatGPT depuis 2 ans et demi, il y a cet usage beaucoup plus simple, mais qui revêt derrière un usage beaucoup plus technologique. Je me retourne vers toi, Fanny, je connais ton expérience et ta passion pour la tech. Comment on gère aujourd'hui des projets comme celui de Vulgaroo, qui doivent intégrer des données de santé, la relation aussi avec le patient? C'est des choses sur lesquelles je crois que tu voulais également interagir avec Christophe. Mais je pense qu'en effet, c'est très important, ces données du patient, de pouvoir bien les sécuriser déjà et puis les traiter. Donc il y a toute la puissance de calcul avec les GPU, les infrastructures qui permettent le calcul des LLM, de tout ce qui est intelligence artificielle. Et puis aussi l'hébergement de ces données et de bien respecter toutes les lois qui vont autour, qui sont très, très fortes en Europe. Et je pense, Christophe, que c'était quelque chose d'important pour toi, justement, l'hébergement HDS, l'hébergement des données de santé. Oui, tout à fait, Fanny. Effectivement, notre engagement envers les patients, c'est de sécuriser leurs données, c'est de s'assurer qu'il y aura le moins de risque possible, il n'y a jamais 0 risque, mais le moins de risque possible qu'une donnée fuite à l'extérieur. Donc d'abord, on voulait des partenaires qui nous garantissent qu'ils ont tous les certificats, qu'ils ont mis en place toutes les certifications ISO 27001, je vous passe tous les détails techniques, qui font que les données, elles sont dans un coffre-fort vraiment sécurisé. Les patients ne vont pas retrouver leurs données dans la nature. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est pour les hôpitaux, qui sont nos clients, ou les laboratoires. Eux exigent d'avoir un cloud souverain, c'est-à-dire que les données soient hébergées en France ou au moins en Europe. Mais c'est ce qu'on trouve avec vous au VH Cloud. Il y a des serveurs en France, on sait exactement où ils sont. Donc ça, c'est hyper important de savoir que nos données, on les contrôle et elles ne vont pas être soumises à une loi extraterritoriale dont on ne veut pas. On veut que nos clients, qui sont pour l'instant des centres de santé français, aient confiance sur où on met les données et que les patients aussi se sentent à l'aise pour partager leurs informations, parce que leur compte-rendu médical, il va circuler jusque sur nos serveurs qui sont hébergés chez OVH Cloud, et jusqu'à ce qu'on leur renvoie un compte. C'est important d'avoir la confiance technologique. Dans les comptes rendus qu'on produit, les patients nous ont demandé « Est-ce que vous pourriez aussi nous expliquer c'est quoi cette IA qui a produit le compte rendu ?» Ça, c'était vachement intéressant. Ça, c'est des patients travaillant avec eux. Ils nous ont dit « Vous pouvez nous expliquer, parce que si vous nous dites que c'est fait avec de l'intelligence artificielle, ça nous fait un peu peur. » Donc, on explique aussi dans le compte rendu, c'est quoi ça? Avec des mots tout simples, parce que c'est notre ADN d'expliquer les choses simplement. Oui, parce que clairement, là, on est dans un usage qui est forcément orienté vers la santé, mais il y a aussi quand même beaucoup d'articles aujourd'hui sur les fameuses hallucinations dans le domaine de l'IA générale. Et ça, au même titre que pour les données de santé, on veut avoir cette sécurité. Et tu parlais de confiance. Dans le domaine de la santé, on essaie aussi de mettre en avant les actualités. On a eu également déjà eu des interviews avec, par exemple, Rebrain, qui a levé de 3,7 millions dans le domaine de l'IA pour accompagner les patients atteints de maladie de Parkinson. On a également Skesi qui a annoncé également sa levée de fonds. Là aujourd'hui, je crois que tu as aussi une collaboration que tu souhaites annoncer avec un acteur de confiance, celui qu'on va voir au quotidien en fait, pour ces prises de sang. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors oui, on vient de signer un contrat avec le plus grand groupe français de laboratoires de pathologie. Donc c'est des gens qui font des analyses de nos biopsies ou des frottis dans le cadre du dépistage des cancers. Donc c'est le plus grand laboratoire de pathologie indépendant français avec qui on a signé un premier contrat, qui est en fait 2 contrats, un partenariat où on travaille avec leurs médecins justement sur comment reformuler tous ces examens, et un contrat de service pour qu'on puisse déployer notre solution dans tous leurs laboratoires et que les patients puissent recevoir enfin ces comptes rendus qu'on leur a promis depuis qu'on a lancé le projet il y a 2 ans maintenant. D'accord. Donc en fait, si je comprends bien, c'est une collaboration qui a 2 niveaux. Il y a bien sûr pour toi, au niveau de ta start-up, un contrat de service, donc du chiffre d'affaires pour Vulgaroo, mais en amont, la co-conception. Exactement. C'est vraiment le modèle, c'est vraiment demander un partenariat, que les médecins s'impliquent et qui nous fournissent aussi de la data. On fait de l'IA, une IA générative. Si on n'a pas de data, on ne fait pas d'IA. Donc, avoir de la data, avoir des médecins qui nous aident à faire ce qu'on appelle la labellisation, c'est-à-dire la production de modèles de compte-rendu équivalents à leurs comptes-rendus médicaux. Après, en échange, un contrat de service où on va pouvoir déployer la technologie et la mettre à disposition de tous leurs patients. Ça s'appelle Medipat. Ils sont précurseurs dans tout ce qui est IA, pour tout ce qui est le diagnostic, identifier des cancers, et
plus performant utiliser l'IA, mais ils pensent aux patients, vraiment. Et ce n'est pas le cas de tout le monde, hein, mais eux, ils pensent vraiment aux patients et ils veulent mettre à disposition des outils qui aident les patients à comprendre. Donc ils remettent les comptes rendus aux patients, ce qui n'est pas le cas. Il y a beaucoup de laboratoires qui ne remettent pas les comptes rendus aux patients, et eux, ils le font systématiquement parce qu'ils ont compris qu'il faut impliquer les patients dans la décision avec le médecin. Donc ça, c'est... Alors, je trouve que c'est passionnant ce que tu évoques sur la collaboration entre Vulgaroo et Medipat, donc sur ce réseau important. Mais si on prend un peu de recul, Medipat, enfin ce groupement, ils auraient très bien pu travailler avec soit des LLM généralistes, ChatGPT, Perplexity, enfin tous ceux qu'on peut connaître à date d'aujourd'hui. En quoi c'est important d'avoir cette collaboration avec Vulgaroo? Pourquoi ils l'ont fait avec toi et comment tu gères en fait cette côté peut-être plus de spécificité en lien avec la santé? Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que ChatGPT ne permet pas de faire ce qu'on fait directement. C'est-à-dire, on utilise un LLM à la fin, mais ce qui permet de produire un compte-rendu fidèle, compréhensible par les patients et adapté, c'est tout le travail qu'on fait avec les associations de patients en amont. On a aussi des partenariats avec des universités sur la médecine narrative, les écritures métaphoriques, donc des gens qui font plus de la linguistique pour réfléchir comment on peut raconter ça. Et la data médicale. Et à la fin, tout ça, c'est embarqué dans un LLM. Mais si vous donnez un compte-rendu médical à un LLM, il y a pas mal d'études qui ont été publiées qui montrent que ça a l'air pas mal, mais en fait, ça ne va pas. Il y a trop d'erreurs. Tu parlais d'hallucinations, il faut maîtriser ces outils et avoir tous ces partenariats. On le voit avec OVH Cloud, mais il y a aussi également, pour des startups comme Vulgaroo, un écosystème également territorial et également d'expertise. Je pense notamment à Unitech, hein, donc ici en région Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que tu peux nous expliquer l'importance pour toi de cet écosystème, que ce soit avec OVH, que ce soit avec Unitech? Pourquoi c'est important d'être accompagné? Et forcément, c'est à destination de ceux qui dirigent déjà une startup ou qui souhaiteraient bien sûr en créer une. Le parcours d'une start-up, c'est compliqué. On part d'une idée, d'une impulsion, on dit voilà, moi je sais ce que je veux faire, et on développe un petit prototype, ça on peut faire ça tout seul dans son coin. Mais avant d'en faire une entreprise, avant de trouver des clients, il faut trouver du financement. C'est nous aider à connaître tout l'écosystème, nous dire voilà, pour avoir du financement, voilà les réseaux d'investisseurs auxquels tu peux t'adresser, voilà les aides publiques que tu peux avoir. On peut t'aider à te former sur les domaines qui ne sont pas ta compétence. Moi, avant, j'étais CTO dans une start-up, donc ok, la partie technique, je maîtrise. L'IA, tout ça, il n'y a pas de problème. Par contre, la partie financière, j'étais moins fort. Ils m'ont amené des formations sur la partie financière, comptabilité. J'ai dit, voilà, moi j'ai un projet, j'ai une ambition, j'y vais, mais je ne sais pas forcément tout faire. Sur qui je peux m'appuyer pour les parties où je suis moins à l'aise. Donc ça a été hyper précieux et on est toujours accompagné par Unitech et ils nous ont vraiment ouvert les bonnes portes, ils nous ont aidé à accéder au financement dont on avait besoin pour démarrer et puis ils nous accompagnent encore aujourd'hui pour aller à l'étage du dessus, pour finir notre première levée de fonds. Là, on espère la finir tout prochainement maintenant. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le terme d'Unitech, enfin la structure, tu peux nous le décrire en quelques secondes? Donc Unitech, c'est une structure financée par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, où on est implanté, hein, et qui identifie les startups prometteuses de la région et les intègre dans un programme qui inclut de la formation, du coaching. On a un coach dédié qui nous suit, qui nous connaît vraiment bien et qui fait le point avec nous régulièrement pour dire bon voilà, où t'en es, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, comment on peut sécuriser et te donner le plus de chances possible d'avoir du succès. Et eux, ils disent que leur statistique, c'est à 3 ans, plus de 85% des startups qu'ils ont prises dans le programme sont encore debout, alors qu'on entend que les taux de survie sont très faibles. Donc voilà, un bon accompagnement, c'est une clé, quoi. Tout seul, on va pas très loin tout seul, je pense. Merci Christophe. Alors Fanny, pour l'émission Focus Startup, on finit toujours par une dernière question qui est importante. Je te laisse la poser à Christophe. Alors justement, en tant qu'entrepreneur, quels tips tu donnerais aux autres entrepreneurs qui se lancent dans l'aventure de la start-up? Pour moi, être très modeste, être conscient qu'on croit qu'on sait des choses, mais en fait, on ne sait pas grand-chose, et aller chercher toute l'aide qu'on peut partout, demander des conseils à tout le monde, tous ceux qui ont fait ça avant vous, voilà, les intégrer, mais après ne pas perdre sa vision, son cap, dire voilà, je sais pourquoi je fais ça, et je ne vais pas lâcher. Et il ne faut vraiment pas lâcher parce qu'il y a des ascenseurs émotionnels qui ne sont pas faciles, il y a l'adversité, tout ne se passe pas comme on veut. On a monté un board conseiller stratégique avec des gens qui
sans rémunération, sans rien, sont volontaires pour nous aider. Merci Christophe de nous avoir partagé cette envie et ce beau projet de Vulgaro. Merci Fanny également de ta présence. Et on te retrouve forcément sur la plateforme de Vulgaro, sur LinkedIn pour les suivis et peut-être les bonnes nouvelles ou les informations qui, bien sûr, accompagneront Vulgaro en 2025. Merci Jérôme, merci Fanny. Et à bientôt donc pour un prochain épisode de Focus Startup.